consomme-nous du Wi-Fi par la lumière? Mes invités sont des spécialistes de cette nouvelle technologie appelée le Li-Fi. Simon Laurent, PDG de Havre, qui s'est créé sur une idée innovante, fabriquer une serrure connectée reposant justement sur le Li-Fi. François Darcy, représentant de Signify, leader mondial des produits, systèmes et services d'éclairage LED connectés. Et puis nous allons avoir avec nous en visio Luc Marais, ingénieur-chercheur au CEA Leti, laboratoire d'électronique et technologie de l'information, l'un des principaux centres de recherche spécialisés dans les micro et nanotechnologies. Bonjour Luc Marais. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors pouvez-vous déjà nous expliquer, nous donner une explication simple mais quand même un peu technique de ce qu'est le Li-Fi? Alors le Li-Fi, c'est une technologie, on va dire, assez simple à expliquer. On pourrait tout simplement avoir une analogie avec le Wi-Fi en termes de portée et d'usage. Et on va tout simplement, on va dire quelque part, remplacer l'antenne qu'il y a dans les modems, dans les box et dans les téléphones par l'éclairage ambiant basé sur des LED. Donc on est capable, à l'aide d'algorithmes, de moduler ces LED à très haute fréquence et de faire passer l'information dans les zones qui sont donc éclairées par un point d'accès lumineux. Et ça veut dire qu'on a besoin Voilà. d'un équipement spécifique, il faut changer sa box par exemple? Voilà, on pourrait très bien imaginer des points d'accès qui soient directement reliés à la box par une liaison filaire. Et donc, il n'y aurait pas forcément besoin d'un changement d'équipement sur des box actuelles. Mais il faudrait avoir des Voilà, lampes autour de son ordinateur pour que ça fonctionne, si ça marche par Voilà, exactement. l'éclairage. Exactement. C'est les premiers produits qui sont en train de sortir là proposent déjà ce genre de lampe. Donc, ils utilisent soit le spectre visible, soit un spectre infrarouge, donc pour avoir une communication en permanence, même quand la lumière est éteinte. Mais le but, c'est voilà, d'équiper euh, les maisons, les bâtiments avec des points d'accès spécifiques et qui viennent donc moduler cette lumière. Alors, les chercheurs du Leti ont battu un record mondial récemment. Ils ont réalisé un démonstrateur Li-Fi capable d'atteindre un débit de transmission de... Ah bah, j'ai pas noté de combien, mais qui est 7 fois plus rapide que la 5G. Alors, quel était l'objectif de cette démonstration? Alors l'objectif pour nous au Leti là ici donc à Grenoble, c'est de toujours essayer de pousser cette technologie Li-Fi dans ses retranchements et notamment en termes de débit. Donc les solutions actuelles sont encore un peu limitées en bande passante et en débit à quelques centaines de mégabits. Et on cherche à voir quels sont les goulots d'étranglement dans cette technologie. Et un des premiers goulots d'étranglement, c'est tout simplement la LED en elle-même, l'éclairage. Donc les LED actuellement du commerce sont un peu limités en bande passante. Et ici, au Leti, on travaille sur des micro-LED, donc des LED de très très petite taille, qui seront potentiellement modulables encore à plus haute fréquence. Et donc, on a pu mettre en œuvre une des plus petites LED, micro-LED au monde, ici, et atteindre un débit de l'ordre de 8 gigabits par seconde. Donc, la prochaine étape, c'est de passer à des prototypes utilisant des milliers de ces sources-là, parce que qui dit micro-LED dit micro-éclairage, et il faut qu'on maintenant on arrive à faire un éclairage complet avec ce genre d'émetteur. D'accord, on comprend mieux le rapport en fait avec votre laboratoire qui travaille sur les micro et nanotechnologies. Aujourd'hui, c'est cette miniaturisation donc, qui permettrait de gagner en débit avec cette technologie. Exactement. Donc, plus les sources sont petites, plus elles sont modulables à haute fréquence. Après, ça donne aussi accès à d'autres avantages en termes d'intégration. Effectivement, on cherche à avoir tout le système dans une seule puce, donc du modem jusqu'à la lumière. Ouais. Alors Luc Marais, vous restez avec nous, on va faire un tour de table. Simon Laurent de Havre. Alors votre serrure connectée, baptisée Bright Lock, elle s'ouvre avec un flash en fait de smartphone. Tout à fait. Comment vous est venue l'idée, enfin pourquoi avoir choisi de travailler sur le Li-Fi dès le départ? Pour la partie Alors que toutes les sécurisation, autres serrures connectées fonctionnent différemment avec du Bluetooth. oui, avec des ondes radio, on a décidé d'utiliser donc le Li-Fi, qui est sur la partie visible. Donc ça va être une sorte de code Morse à l'œil. Et on utilise pour sécuriser la communication entre l'émetteur, le téléphone, et le récepteur, la serrure. C'est très local, donc ça réduit les risques de piratage, tout simplement. Mais comment vous est venue l'idée au départ? En regardant un TED Talk sur YouTube où un chercheur démontrait la technologie du Li-Fi. Et là, on doit être en décembre 2015. D'accord. Et là, vous vous dites, c'est exactement ça qu'il faut faire pour les serrures.
Et je me suis dit que c'est un truc sur lequel j'aimerais bien travailler. Une opportunité s'est présentée dans ma vie, puisque j'étais étudiant en informatique, de faire un projet. Et on a commencé avec un petit coffret à macarons qu'il fallait déverrouiller avec un code Morse pour tout simplement pour sécuriser le dispositif. Et puis après, de fil en aiguille, on a rencontré des gens, des entrepreneurs qui ont dit « mais c'est super ce truc-là, est-ce que vous ne pourriez pas l'appliquer à des marchés, par exemple comme Airbnb ?» Même si aujourd'hui, ce n'est pas le marché sur lequel on se prédestine, mais on s'est dit « ah bah oui, donc du coup, la serrurerie ». Et après, de fil en aiguille, le chemin s'est fait petit à petit. Donc c'est vraiment un process itératif dans lequel on est. Et donc aujourd'hui, on se destine à un marché plus professionnel pour du contrôle d'accès et sécurisé localement avec du LiFi. Alors là, on l'a entendu avec Luc Marais, on est quand même au tout début, au balbutiement de la technologie. Quand vous lancez une entreprise sur une techno qui n'est pas encore finalisée, c'est sacrément courageux. C'est vous a peut-être pas inquiété, inconscient. ça Je ne sais pas. Je dirais qu'à 20 ans, c'est l'inconscience, l'insouciance. C'est aussi un super projet humain, en fait, aujourd'hui. On rencontre des gens. On porte finalement aussi une mission qui est d'une nouvelle techno, qui est complémentaire de ce qui est en train d'arriver dans tous les débats actuels, 5G, 0G, etc. Et on est aux prémices. Et c'est quand même aussi sympa d'être au début d'une aventure. François Darcy, Signify travaille depuis combien de temps sur la technologie LiFi ? Depuis combien de temps ça fait... Alors, si on prend toutes les technologies de communication optique, ça fait plusieurs années je ne sais pas exactement répondre à votre question, probablement 2012-2013, je veux dire les premières expérimentations. Il y a eu donc très longtemps. Oui, c'est assez ancien. Et puis après, il y a eu des rachats successifs d'entités extérieures qui sont venus compléter notre portefeuille de brevets sur le sujet. Mais les premières applications des communications optiques ont été plutôt liées à la géolocalisation indoor, c'est-à-dire utiliser l'infrastructure d'éclairage pour se guider dans les espaces. Et puis, depuis 2-3 ans, on a des solutions qui permettent vraiment d'envoyer de la donnée et d'échanger de la donnée, et donc de se connecter à un réseau et à Internet par la lumière. Et alors, de la même façon, ma question, c'est quand vous avez vu arriver cette nouvelle technologie, le LiFi, vous avez pensé à quoi ? À quelle opportunité de développement de marché ? Alors, en fait, il y a deux processus parallèles. Il y a un processus de développement technologique où on imagine plein de cas d'usage, mais ça part un petit peu dans tous les sens. Et il y a un processus de remontée des besoins marché. En fait, c'est nos clients là, qui viennent nous expliquer leurs problématiques et nous expliquer que, en réalité, dans des grands espaces de coworking, avoir une connexion stable, robuste, qui ne s'interrompt pas, sur lesquels on a une garantie de bande passante, c'est un vrai besoin. Que dans des bâtiments avec plusieurs occupants, quand tout le monde met son Wi-Fi, du coup, les Wi-Fi se polluent les uns les autres. C'est un vrai besoin. Donc, c'est la convergence de ces cas d'usage. Et là, avec le LiFi, on ne verra plus les listes de LiFi disponibles chez les voisins ? Exact. Oui, c'est exactement ça. Le LiFi, en fait, il a un luminaire, il éclaire un endroit, et que à cet endroit-là. Et donc, on a cette connexion à un endroit qui s'établit, et elle ne va pas pouvoir être polluée par celle qui se passe 10 mètres plus loin avec un autre luminaire. Et donc, on a cette localisation qui est vraie pour les serrures, elle est vraie aussi pour la connexion Internet. C'est un des vrais cas d'usage spécifiques au LiFi qui fait qu'il y a des niches applicatives très intéressantes qui sont aujourd'hui matures. Alors, on pourra augmenter les débits, augmenter les bandes passantes, mais d'ores et déjà, on a déjà des niches intéressantes. Et les cas d'usage, vous dites, ça part un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a une serrure, un peu plus sécurisée peut-être que par le Bluetooth. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme usage ? Alors, les cas d'usage qui résonnent sur le marché, ce qui part dans tous les sens, c'est les idées côté R&D. Ce qui résonne sur le marché aujourd'hui, il y a quelques grands secteurs, mais dans le tertiaire, le tertiaire de bureaux, les échanges de données, ce qui marche bien aujourd'hui, ce qui résonne beaucoup, c'est cette garantie de bande passante, c'est ce haut débit et la sécurité de la communication, parce que pareil, quand je suis connecté ici en dessous de ce luminaire, mon voisin 10 mètres plus loin a une autre connexion et les deux communications ne peuvent pas s'interférer. Et donc il y a aussi une confidentialité de la donnée qui est intéressante. Donc dans le tertiaire, c'est très important. Dans l'hôtellerie aussi, ces problématiques de congestion des bandes passantes, c'est très prégnant. Dans le public, la défense aussi, là c'est plus orienté sécurité. Et un dernier cas d'usage intéressant, c'est dans tous les transports, dans les moyens de transport, pour connecter les personnes dans le transport ou connecter les moyens de transport, les avions, les bus, les trains vers l'extérieur. Et pourquoi ce serait plus simple de créer ces nouvelles connexions ? Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est pas tellement d'installer des antennes
dans le métro. Hein. On voit que c'est l'infrastructure du métro, les trains et tout ça, c'est très compliqué d'accès aujourd'hui. Là, de la même façon, il faudra aller poser des luminaires. Le bon exemple, c'est ce qui a été fait avec la TECOR, justement, où on a pris un avion, et plutôt que de devoir redéployer des choses dans l'avion pour des réseaux, pour amener de la connectivité, on a simplement utilisé l'infrastructure existante du plafonnier, et on a juste relié les LED du plafonnier pour ensuite permettre de recevoir Internet. Donc on utiliserait les luminaires déjà en place dans le métro ou dans les trains pour faire passer En fait, l'information. Le plus gros réseau... Là, pour le coup, les lumières se mélangent. Hein. Tout le monde a accès au... Alors, en fait, il se passe deux choses dans le monde de l'éclairage. En dehors de transport, simplement, on est en plein milieu d'une rupture technologique dans l'éclairage. On est en train de changer tous les éclairages qui sont autour de nous d'un éclairage dit conventionnel avec des tubes fluorescents, des lampes à incandescence, par des éclairages à LED. Donc on est en plein milieu de ce basculement technologique, de cette rupture technologique, et quoi qu'il arrive, on va changer ces éclairages-là. Donc c'est aussi l'opportunité de mettre des éclairages avec différentes fonctions en plus. On passe d'un monde où on a un business model qui était basé sur le consommable, on vendait des luminaires avec des ampoules qu'on jetait régulièrement, un modèle où un bon produit LED, il est bien conçu, fabriqué par un fabricant sérieux, il est censé durer longtemps, très longtemps. Dans un bâtiment de bureau, ça peut durer 20-25 ans. Et donc, cette nouvelle infrastructure, c'est le moment idéal de placer le LiFi. Simon Laurent, et en termes de prix, qu'est-ce que ça donne? Puisqu'on est sur des technologies qui ne sont pas encore totalement matures, est-ce que du coup ça coûte plus cher pour l'utilisateur? Pas du tout. Nous, tout simplement, la serrure est vendue finalement au prix d'usine. En fait, on ne marge pas. On travaille sur des nouveaux modèles économiques de service, en fait. Et donc, du coup, en termes de prix, on va être compétitif. C'est juste un état d'esprit à changer en se disant qu'aujourd'hui, on n'achète plus une serrure pour l'ouvrir ou la fermer. On accepte aussi tous les services qui vont être connexes, donc la capacité à digitaliser sa vie, des moments de vie, des accès, etc. Par exemple, c'est quoi digitaliser sa vie? Typiquement, demain, vous avez un membre de la famille qui est alité, il doit y avoir une aide médicalisée qui intervient chez vous. Lui, il ne peut pas se lever, il est alité. Et en fait, tout simplement, la personne aura son smartphone pour rentrer chez le patient. Et c'est typiquement un cas d'usage. À un moment de la vie, on a besoin d'avoir du digital. Travailler sur les accès, c'est ça? Exactement. Les droits d'accès. En termes de prix, vous dites la même chose sur le LiFi? Parce que là, on entend, nous, on marge pas dessus, on va travailler plutôt sur les services. Mais aujourd'hui, ça reste une technologie quand même plus chère. Plus cher que... En fait, il faut toujours comparer à performance équivalente. Le LiFi, ce qui est gratuit dans le Wi-Fi, c'est éventuellement le droit d'accès au réseau. Mais il y a bien quelqu'un qui a acheté une borne, il y a bien quelqu'un qui a acheté un terminal, votre smartphone. Et tout est une question de modèle d'affaires. Et le LiFi, c'est exactement pareil. C'est, comme le disait la personne du CEA-Leti, au lieu d'avoir une antenne qui émet des ondes radio, on va avoir un luminaire qui émet de la lumière ou de l'infrarouge. La question, c'est le modèle d'affaires. Et moi, j'aime bien cette approche sur le service. En passant vers le service, on change un petit peu la perspective. Au lieu d'être dans une transaction où vous allez m'acheter un produit et me dire il est toujours trop cher, parce que quand vous me l'achetez, vous aimeriez qu'il soit moins cher. En allant vers le service, en fait, on se projette dans la durée d'exploitation du produit. Et ce qu'on veut, c'est le coût d'usage le moins cher dans la durée. Mais ça permet en fait de surinvestir dans le produit, de mettre de la technologie, de mettre de la valeur ajoutée et de l'amortir sur l'usage. Mais là, c'est déjà le cas. Quand j'achète une box Wi-Fi, j'amortis mon cas d'usage à 100% et ça ne m'a pas coûté grand-chose. En fait, vous louez votre box Wi-Fi. Vous la louez, ouais. Aujourd'hui, vous ne l'achetez pas, vous la louez. Et c'est exactement ce qu'il était en train de dire. C'est que le fait de passer sur un contrat de service, aujourd'hui, on n'est plus sur des enjeux de surproduction et on peut vraiment faire des produits qui vont avoir des durées de vie. C'est même l'enjeu des fabricants, c'est de fabriquer un produit qui va durer 10, 15 ans, 20 ans. Et donc, du coup, même d'un point de vue écologique, éthique, ça résonne en fait aujourd'hui. On va redonner la parole à Luc Marais. Moi, je voulais savoir à quelle génération on était cette technologie du LiFi. On est à la première génération, la deuxième? Alors, on va dire qu'il y a eu des premiers, on va dire, démonstrateurs pas encore produits au début des années 2000 jusqu'à quasiment 2010. Et là, on essaye quelque part de faire une deuxième génération qui va dépasser donc le gigabit et pour pouvoir servir un peu plus en débit toujours un nombre croissant d'utilisateurs. Donc voilà, il y a toujours une évolution en cours sur cette technologie. C'est vrai qu'on cherche toujours
le cas d'usage qui va faire décoller vraiment le marché. Donc, comme on en parlait auparavant, il y a ces aspects donc confidentialité, localisation de l'information qui est vraiment très intéressant. Mais il y a d'autres voies aussi intéressantes à regarder. On peut typiquement aussi intégrer le LiFi à la 5G en utilisant uniquement la voie descendante sur l'optique et réutiliser la voie remontante en radiofréquence, toujours dans une optique d'aider un peu, de voir le LiFi comme une technologie complémentaire à la 5G. Et donc essayer de décharger un petit peu les bandes de fréquences qui vont venir être saturées. Parce qu'en upload, les débits sont pas très élevés pour l'instant avec le LiFi. Alors le problème en upload, c'est que sur les smartphones actuels, il n'y a pas encore les composants qui permettent vraiment de faire du haut débit en optique visible ou infrarouge. Donc c'est vrai que les cas d'usage souvent font état de très très haut débit, mais sur le lien descendant, donc en utilisant la voie du luminaire vers le smartphone. Donc on recherche encore toujours à améliorer ce point-là qui est un peu le point faible du LiFi sur des appareils mobiles, on va dire. Mais ça peut être quelque chose qui peut être, on va dire, compensé par une intégration avec des systèmes existants en radiofréquence qui utiliseraient la voie retour où la plupart du temps les débits sont quand même un peu moins élevés en termes de demande. Une réaction de François Darcy? Ouais. En fait, tout dépend de la façon dont on veut mettre en œuvre cette technologie. Aujourd'hui, le marché du LiFi, c'est un marché qui reste extrêmement lié à quelques niches professionnelles. Dans lequel, en fait, les usages des terminaux grand public peuvent se faire, mais avec l'usage d'une clé LiFi. Vous vous rappelez, à l'émergence du Wi-Fi, au début, on avait des petites clés USB Wi-Fi qui nous permettaient de nous connecter. Aujourd'hui, avec le LiFi, c'est la même chose. Donc, on a un émetteur-récepteur à côté de connecté à son ordinateur qui nous permet de nous connecter à une infrastructure LiFi qui est au plafond. Cette clé-là, cette clé USB, en fait, elle a un avantage, elle a une propriété, c'est que c'est une clé physique. Et donc, c'est aussi, en termes de sécurité et de cybersécurité, c'est aussi une façon de restreindre l'accès au réseau. On ne peut accéder au réseau que si on a une clé, voire cette clé-là. Et donc, on peut, en fait, tout l'art de l'émergence de cette technologie, ça va être de trouver les bons cas d'usage et de savoir s'affranchir du fait qu'aujourd'hui, le LiFi, c'est pas une technologie grand public qui est sur tous les smartphones. Mais par contre, pour des cas d'usage de défense, de confidentialité, avoir une clé spécifique qu'on donne à un utilisateur spécifique, c'est un avantage. Simon, Laurent, est-ce qu'on peut dire quand même combien ça coûte? Je tourne autour de la question du prix, mais combien ça coûte si je dois acheter une lampe LiFi, par exemple, pour chez moi, au-dessus de mon bureau, et pouvoir me connecter de cette façon? Aujourd'hui, le coût d'installation, ça sera le prix d'une LED. Après, c'est la qualité du réseau que vous allez poser pour moduler la LED qui fera le prix de votre LED, contrat de service. Elle va être équipée d'une technologie spécifique. Aujourd'hui, je ne vais pas l'acheter au supermarché, ma LED. LED, ça veut dire qu'il y a déjà un circuit électronique en fait, au niveau de l'éclairage. Et en fait, on va jouer sur ce circuit électronique pour faire scintiller la LED. Vous avez peut-être chez vous une lampe avec un variateur. Et donc là, il faut que j'achète la petite clé pour créer cette interaction. C'est ça, exactement. Il n'y a aucune intervention à avoir sur la lampe. Si. En réalité, il faut connecter cette lampe au réseau. Il faut un modem. Ouais. Oui. Aujourd'hui, en fait, il faut vraiment des installations spécifiques. Et cette installation spécifique, elle a un coût et elle est de l'ordre de quelques centaines d'euros par poste de travail. Par poste de travail, oui, c'est l'ordre de grandeur, c'est ça. Après, vraiment, il faut avoir un installateur expert en LiFi. On ne peut pas le faire soi-même aujourd'hui. Oui, alors c'est pas de la technologie, en tout cas dans le tertiaire, si on prend ces cas d'usage-là, c'est pas de la technologie très complexe à mettre en œuvre. N'importe quel électricien, sous réserve qu'il sache lire la notice, est à peu près capable de le faire. Il faut avoir quelques compétences réseau pour paramétrer les points d'accès, mais c'est pas, on n'est pas dans, c'est pas la NASA et envoyer une fusée sur la Lune, quoi. Oui, c'est pas et en termes de qualité de connexion, j'aimais bien l'analogie qui était faite sur d'un point de vue qualitatif. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, les antennes radio, elles saturent. Typiquement, vous êtes dans un festival de musique, vous pouvez essayer d'envoyer un message, ça ne va pas passer, parce que tout le monde est dessus. Et en revanche, le Wi-Fi, c'est plutôt assez efficace. Aujourd'hui, c'est plutôt par la qu'on passe quand ça ne marche pas avec le mobile. Mais le Wi-Fi va avoir le même problème, c'est quand vous allez avoir beaucoup de personnes. Il faut imaginer que vous êtes sur une 4 voies, et en fait, le LiFi va permettre de passer de la 4 voies à la 8 voies. Donc là où la 4G, 5G, c'est finalement augmenter l'intensité, donc finalement le flux, de nombre de voitures que vous passez, là on va carrément élargir le nombre de voies. Donc forcément vous allez passer beaucoup plus. Et là vous comparez avec le réseau mobile, si on compare avec le Wi-Fi. C'est la même chose. C'est les mêmes enjeux. En fait, mobile ou Wi-Fi, ça va être c'est des technologies radiofréquences.
Et donc, du coup, en fait, on va avoir un engorgement qui va être fait. Et le LiFi, en fait, va permettre de désengorger. C'est comme si vous passiez vraiment d'une 4 voies à une 8 voies. À des voies privées, en fait, c'est ça. Je vais Exact. surfer Et sur locales. une voie privée. Privée, locale. Et locale. Donc, en revanche, on ne résout pas le problème de la mobilité. Alors, en fait, du coup, il faut s'appuyer sur l'universalité. Excusez-moi. Il faut s'appuyer sur l'universalité de l'infrastructure d'éclairage. Il n'y a pas un lieu de vie sans éclairage, sinon c'est un lieu qui est mort à 16 heures, l'hiver. Vous savez que la tendance est plutôt à éteindre les éclairages le Complètement. soir. Mais Oui. c'est pour ça que le LiFi, en fait, est plutôt en train de s'affranchir du spectre visible de la lumière et d'utiliser le spectre infrarouge pour justement pouvoir éteindre l'éclairage quand il n'y a personne. Mais d'ailleurs, les bornes Wi-Fi ou les bornes LiFi, tous les équipements réseau ont aussi tendance à s'éteindre lorsqu'il n'y a personne. Donc, les réseaux doivent aussi gagner en intelligence pour ne s'allumer que lorsqu'il y a besoin et sinon avoir des consommations de veille qui soient... Luc Marais, une dernière question sur les freins technologiques. Vous disiez que le goulot d'étranglement aujourd'hui, c'était les LED et le débit qu'elles permettaient de faire passer. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui pour faire progresser le LiFi ? Alors, il y a effectivement le premier point qui est la source lumineuse dans les mêmes. Après, il y a depuis très longtemps donc, cet aspect récepteur donc, sur les terminaux mobiles qui fait encore défaut. Donc, pour l'instant, comme le disait votre interlocuteur, il y a, tout comme dans les débuts du Wi-Fi, il y a pour l'instant une clé USB qui est équipée donc, des bons composants et qui permettent de faire... d'atteindre en fait les débits qu'on annonce sur le LiFi. Donc on va dire le prochain step, c'est d'essayer d'intégrer ces composants dans les terminaux mobiles. Et ensuite, il y a tout l'aspect, on va dire, réseau. Alors certes, on aime bien avoir l'aspect confidentialité, localisation de l'information avec le LiFi, mais si on veut avoir une couverture de réseau dans des grands espaces, tout comme le permet le Wi-Fi, il faut que donc les cellules se recouvrent, les cellules de couverture. Et donc là, on travaille à un nouveau point de blocage quelque part, qui est la gestion de ces interférences lumineuses, tout comme on a une gestion d'interférences entre cellules Wi-Fi. Et on aura sans doute aussi des problématiques de cybersécurité, parce que vous dites aujourd'hui que c'est très protégé, parce que pour l'instant, c'est quand même à l'abri d'un usage massif. Comment accueille le secteur des télécoms cette technologie du LiFi en France ? Je vais laisser la parole sur ce sujet-là. D'accord, François Darcy. Plutôt bien. C'est les grands acteurs du télécom, les grands opérateurs téléphoniques, pas que en France d'ailleurs, partout dans le monde. En fait, ils sont confrontés ils ont en face d'eux un spectre électromagnétique, un spectre radio, dans lequel il y a certaines gammes de fréquences qui sont gratuites, comme le Wi-Fi, mais qui sont assez vite congestionnées parce que tout le monde peut émettre du Wi-Fi, donc tout le monde peut mettre une borne Wi-Fi, et donc les réseaux rentrent en compétition. Et puis il y a des gammes de fréquences qui elles sont allouées, comme les fameuses bandes 5G, mais elles sont payantes. Et chères, et très chères. Et enfin, pas si chères que ça finalement, mais quand même. Et en fait, leur question à eux, c'est quelle est la gamme de fréquences qui va me permettre de passer de 4 voix à 8 voix ou 18 voix, localement, à un endroit où j'en aurais vraiment besoin. Et la lumière, en fait, c'est un spectre électromagnétique qui est absolument gratuit. Allumer une lumière, aujourd'hui, il n'y a pas encore de barrière, à l'achat, et c'est quelque chose qui est libre de droit. Et donc, on vient rajouter un spectre qui permet théoriquement de passer à peu près 1000 fois plus de données que ces spectres radio. La lumière, c'est vraiment des bandes passantes. C'est ce qu'on met dans les fibres optiques, en fait. En réalité, c'est des technologies bien connues. Et on le fait dans un spectre qui est absolument libre de droit. Donc pour les opérateurs téléphoniques, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt intéressant. Simon Laurent, juste pour terminer, il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres sur le LiFi. Est-ce que vous avez un modèle à suivre ? Je pense qu'en France, on n'a pas à rougir. On est dans les pionniers de ce marché-là. Et je conclurai justement, j'aimais bien l'analogie de la fibre optique qui est un proche cousin. Si vous prenez maintenant le Face ID des iPhones, c'est une sorte de dérivé optique, une nouvelle façon d'interagir. Donc j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des cousins et on voit que le monde de l'optique est en train d'accélérer dessus. Il y a des normes à l'international aujourd'hui, il y a un consortium sur le LiFi. Consolide. C'est un des enjeux du marché, c'est de standardiser le LiFi. Donc une communication, elle se découpe en plusieurs couches. Il y a les couches physiques, c'est le câble, la lumière en l'occurrence. Donc les premières couches du modèle OSI, il y a 8 couches, elles ont été standardisées avec la International Telecommunication Union. Il y a un standard qui s'appelle J.VLC.
Ouais, bon, désolé. Et maintenant, tout l'enjeu, ça va être de standardiser les couches supérieures, les couches applicatives, comme le Wi-Fi. Comme le Wi-Fi l'est actuellement, pour que les télécommunications Li-Fi de n'importe quel fabricant soient interopérables avec celles des autres. Merci beaucoup François Darcy, représentant de Signify, Simon Laurent, PDG de Havre, et Luc Marais qui était avec nous en visio, ingénieur-chercheur au CEA Leti. Juste après la pause, nous partons en quête de nouvelles inspirations dans la nature.